parti. Bonjour Sarah, rebonjour. Bonjour Mathilde. Tu vas bien? Très bien, merci. Super, ça fait plaisir de te recevoir dans ce deuxième 11:40. Le temps que tout le monde arrive, je vais réexpliquer en quelques mots ce qu'est le 11:40 et qui est Maria, parce qu'on vous souhaite bienvenue avec Maria, mais qui est Maria? D'abord, pour commencer simplement, Maria Schools, c'est un campus d'école qui forme les collaborateurs aux métiers et aux compétences de demain. En fait, nous, nos différentes écoles, on est parti d'un postulat simple, c'est que toute sa vie, il faut apprendre, toute sa vie, il faut apprendre à apprendre. Et on forme donc aux métiers et aux compétences de demain. Bonjour Zoé. Le 11:40, c'est donc le nouveau rendez-vous lancé par Maria Schools. Qu'est-ce que c'est? C'est un webinar qui va être mensuel tous les premiers jeudis du mois. Pourquoi 11:40? Parce qu'en fait, le 11:40, en général, c'est à partir de ce moment-là que se termine la dernière réunion de la matinée. Vous avez encore un peu de temps juste avant votre pause déjeuner. Donc nous, on vous propose 35 minutes de discussion avec des experts de sujets RH et management. Parce que, en fait, manager les sujets RH, etc., c'est pas inné, ça s'apprend. Donc, ces discussions, ça va être pour répondre à vos questions, en soulever d'autres aussi, et répondre à des problématiques actuelles. Sarah, tu es donc notre deuxième invitée et on est super fiers de te recevoir. Toi, tu as créé A Female Agency, qui est une agence de talent dans l'écosystème tech qui coach des femmes. Et on va discuter ensemble de comment attirer et surtout retenir des femmes dans le top management de vos entreprises. Parce que ton constat, c'est que malheureusement, quand on est une femme, en fait, c'est encore compliqué de se faire une place dans le top management et c'est compliqué aussi de rester. Et on va pouvoir en discuter ensemble. Est-ce que tu veux peut-être, Sarah, présenter ton parcours en quelques mots, toujours le temps que tout le monde arrive? Avec grand plaisir. Merci Mathilde pour l'intro. Moi, en préambule, je suis une grande fan de tout ce que fait Maria. J'ai d'ailleurs été sur une formation il y a un moment maintenant avec Maria School et je dis souvent que le meilleur investissement que vous pourrez jamais faire, c'est l'investissement sur vous. Donc même si votre boîte vous le paye pas, faites-vous plaisir et ça vous aidera par la suite. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retiré et c'est ce que je retiens chaque année. Je me forme à quelque chose et j'enclin beaucoup aussi de nos talents à le faire. J'en reparlerai un petit peu après. Donc, qui je suis en quelques mots? Donc, moi, je m'appelle Sarah Huet, je suis la cofondatrice de Female Agency avec Alexia Books, qui n'est pas du coup sur le call, mais qui est ma co-founder. On a monté l'agence il y a 1 an et demi. Et avant ça, je travaillais en fonds d'investissement. Donc, j'ai un parcours qui est assez divers. Je bossais chez Partech, qui est un gros fonds d'investissement, 2 milliards sous gestion, 200 boîtes en portefeuille. Je m'occupais de tout l'aspect support au portefeuille, notamment sur une partie talent acquisition. Donc, je faisais recruter pour des talents pour les boîtes en portefeuille. On y reviendra, mais c'est ce qui m'a aidé à monter après A Female Agency. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit souci au-delà des fondateurs, mais aussi au niveau des C-level. Et avant ça, j'ai un parcours en corpo. Donc, je bossais avant chez LVMH dans la transformation digitale. Et avant ça, j'ai bossé chez Thales. Et avant ça, j'ai bossé en consulting. Donc, j'ai quand même pas mal switché de vie tout au long de ma carrière jusqu'à devenir entrepreneur. Et finalement, on peut être entrepreneur, bah voilà, à tout âge, en sortant d'études. Après, c'est pas le même parcours, mais ça arrive au bon moment. Faut pas se forcer, quoi. On C'est adore souvent ce ce que message. vas-y. Sarah, la première question qu'on va évoquer ensemble, donc le thème de cette discussion, c'est comment attirer et retenir les femmes dans le top management de vos entreprises. On va commencer Ouais. par le début. Toi, c'est quelque chose que tu as constaté en créant A Female Agency, c'est que c'était parfois difficile d'être attractif pour les femmes en termes de top management. Donc, selon toi, comment on devient attractif pour les femmes en termes de top management? Évidemment, c'est une question auquel on ne peut pas répondre en 35 minutes, mais quel est pour toi le constat de base et comment toi, tu as voulu entrer dans cette question? Alors peut-être avant juste de répondre à la question, c'est déjà de poser un contexte dessus. Pourquoi c'est important de rééquilibrer? Tout simplement. Donc moi, je bossais à l'époque chez Partech. Je recevais à peu près 98 de CV masculins pour des postes en C-level pour les boîtes que j'accompagnais. C'est ce qui m'a vraiment poussée à me dire: «OK, il faut créer quelque chose
d'intéressant pour les femmes, parce que les femmes, il y en a, et je voulais répondre à la question de mais où sont les femmes? Il y en a pas dans la tech. Si, il y en a en fait, il y en a plein. Donc on s'est mis sur cette question. Alexia a commencé à diversifier les instances de direction pour ses clients. Elle était chasseuse de tête. En fait, on se connaissait par le taf. Et donc, on a créé cet Insta, j'y reviendrai, mais en fait, on a fait du recrutement, mais par le biais de la communauté. Donc, on a attrapé une question par un autre fil classique, qui est moins classique en tout cas, et du coup, on n'a pas du tout une approche classique de chasseur. Mais je reviens sur l'importance de pourquoi rééquilibrer. Je pense 3 raisons. Un, en effet, tu l'as mentionné, attirer et recruter. Donc aujourd'hui, tu rééquilibres tes effectifs et notamment au haut niveau parce que tu veux attirer et recruter des talents les meilleurs et ça ne se passe que quand tu as des teams, qui sont mixtes et qui sont divers et tu as vraiment une notion de performance. Aujourd'hui, ça a été quand même prouvé par, de nombreuses études de BCG, de MAC, des plus grands cabinets de strat que, la mixité, la diversité apporte de la performance et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de sensibiliser sur ces sujets. C'est vraiment les fondateurs qui nous contactent et qui nous disent bon bah ok, en fait je sais que j'ai un sujet, j'ai pas assez de femmes dans le top management, dans mon codir, dans mon comex, côté C-level jusqu'au côté head of, comment on peut faire changer les choses. Donc ces 3 sujets là en fait c'est vraiment la base de pourquoi les gens aujourd'hui y vont et pourquoi on n'est plus vraiment dans l'ère de la sensibilisation mais vraiment dans l'ère de l'action. Alors après, pour répondre à ta question sur l'attractivité, donc c'est une vaste question, mais pour donner quelques éléments de réponse et après on peut itérer dessus. Il y a un élément qui est certain et qui est partagé par tous et toutes au niveau mondial et s'il y avait peut-être un truc à retenir, de ce Maria Talks, c'est peut-être celui-là et c'est souvent le plus simple, mais en fait on le répète tout le temps, c'est que les femmes attirent les femmes. Il y a pas d'autre sujet que celui-là, c'est-à-dire que si, tu as une culture plus mixte, plus inclusive, on y reviendra après sur ce que c'est que l'inclusion et la diversité au-delà de la mixité, mais forcément, tu vas attirer des talents qui sont aussi des femmes, d'origines différentes, de backgrounds différents, d'âges différents, et cetera. Donc c'est simplement, en fait, une culture de boîte, qu'est-ce que c'est? C'est des comportements, hein. C'est la culture égale, les comportements. Les comportements, ça se traduit par des hommes et des femmes et les hommes et les femmes que tu vois et ben, ça traduit une culture de boîte. Quand tu vas sur un Welcome to the Jungle, que tu es un talent ou une talent et que tu vois que des photos avec des hommes, souvent les fondateurs sont des hommes, mais en dessous aussi c'est des hommes, ben, tout simplement tu te dis: «Est-ce que vraiment cette boîte est faite pour moi?» Déjà c'est tu vois, un signaux qui te montre, c'est moins attractif quand même, tu vois? Tout de suite, on se dit, «Attention, broculture». Ensuite tu peux avoir d'autres actions sur cette marque employeur donc heu c'est de travailler avec des acteurs comme nous, mais il y a plein d'autres acteurs qui travaillent la mixité, la diversité, donc de travailler ta marque, et d'essayer de montrer en effet que tu as une culture qui est inclusive et que en fait, tu mets les moyens dessus, pour attirer et retenir des femmes. On y reviendra, mais sur des actions concrètes. Donc c'est faire marcher ta marque employeur et en fait ça passe par des actions, mais aussi par de la com. Tu peux essayer d'avoir aussi des fiches de poste qui soient pas trop limitantes. Donc ça, c'est ce qu'on dit, souvent. Nous, on est là pour accompagner nos talents quand elles voient une fiche de poste et qu'elles disent: «Bah non, j'ai pas tout, je coche pas toutes les critères» et bah, nous, on dit: «Mais c'est pas grave». Parce qu'en fait, un homme va souvent postuler quand il a 20 de la fiche de poste et une femme quand elle en a 120. Donc c'est aussi de pas faire des fiches de poste qui soient trop limitantes ou trop précises où on va se couper d'une partie du pie parce que malheureusement des femmes vont se sentir un petit peu briguées, par rapport à, tu vois, à des Ouais. exigences qui sont en fait souvent un nice to have et pas forcément un must have. Donc ça, vous pouvez aussi travailler, enfin, les boîtes peuvent travailler ces sujets-là avec des acteurs qui le font très bien. Donc c'est Mmh. plein de petits en fait, c'est plus si tu veux, une accumulation de signaux, qui montrent qu'une boîte va être attirante pour des femmes. Et après évidemment, tu as le bouche à oreille qui marche, beaucoup. C'est-à-dire que, souvent les cultures de boîte, c'est ça, c'est des comportements donc, les femmes parlent entre elles, et ça se sait vite en fait si une boîte est plutôt ouverte ou moins ouverte. Hem, Notamment sur, tu vois, c'est pas des en fait, c'est pas anecdotique, mais un élément souvent, que les boîtes font, c'est les off-site. Ouais. Hem, les off-site, en fait, c'est marrant parce que c'est pas forcément un truc, qui est cité, tu vois,
dans je suis une culture plus inclusive, mais un off-site qui va se faire, je te dis n'importe quoi, à Djerba, dans un hôtel, avec des soirées et un truc hyper alcoolisé et des jeux des Olympiades à base de bière, bah, ça, en fait, forcément, ça n'a pas forcément attiré beaucoup de talents féminins, tu vois. Et elles veulent se C'est quelque sentir chose que tu as au-dessus. vu? Ouais, en fait, c'est des trucs qui nous ont été remontés de la part de femmes, tu vois. Donc, de la part de mes talents ou de personnes que je rencontre qui sont dans mon écosystème. Et tu vois, là où des femmes, en fait, se disent, mais moi, je rêve de quoi, en fait, d'un offsite en Normandie, où on fait un petit cours sympa, où on a des tables rondes sur des sujets qui m'intéressent, ou je sais pas, on fait un cours de cuisine tous ensemble, on apprend à créer quelque chose. Enfin, en fait, c'est pas du tout les mêmes exigences. Et ça, tu vois, c'est en fait symptomatique d'une broculture. C'est que ça va Mmh. être pour peut-être des fondateurs qui ont cette. Alors, attends, tout le monde n'est pas. Je fais pas de gros stéréotypes Oui. versus femelle, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit dans l'écosystème. Et ça, bah, mine de rien, c'est moins attirant pour des femmes, tu vois. Et parfois, en apéro, bah, tu rencontres tes copines et tu dis, ouais, bah, j'ai encore l'off-site. Laisse tomber, on va partir, va falloir que je me mine, je suis crevée, parce que souvent c'est des mamans, parce qu'il y a les kids derrière à gérer. Enfin, tu as tout un tas de trucs derrière qui découlent. Et ça, forcément, derrière, ça peut, tu vois, impacter aussi une culture de boîte sans avoir même voulu le faire. Donc, c'est de prendre tout ça en compte. Comment tu le fais? Bah, t'écoutes, tu regardes ce qui se fait, tu Ouais. travailles avec des gens comme nous, tu t'informes en fait et tu t'ouvres au-delà de ce qui se fait naturellement. Tu vois, bah oui, ça a toujours été comme ça, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit être toujours comme ça. Ouais, donc pour attirer, il faut faire déjà hyper attention à l'image que tu dégages. Et Ouais. alors évidemment, comme tu dis, on tombe pas dans des stéréotypes de les femmes veulent ça, les hommes veulent ça, mais en fait, il faut faire attention à quand tu communiques autour de ta boîte, avoir une culture inclusive, c'est-à-dire penser est-ce que ça irait à tout le monde, cet off-site, il peut en fait inclure des femmes, mais aussi des hommes qui ont pas forcément beaucoup, enfin, qui ont beaucoup de talent, mais pas forcément beaucoup de moyens. Donc vraiment faire attention d'abord à comment l'entreprise, enfin quelle image l'entreprise dégage. En fait, ce qu'il y a aussi comme expertise que tu peux donner, c'est donc tu dis que les boîtes ont souvent du mal à attirer des femmes. Ça, aujourd'hui, comme tu dis, la sensibilisation, elle est faite. Donc, il y a des bonnes pratiques à partager parce que tout le monde est conscient que l'inclusion, c'est la performance. Est-ce que tu peux aussi nous parler de pourquoi, une fois que ces talents féminins sont attirés, qu'est-ce qui fait qu'elles vont partir, en fait? Parce que on peut avoir tous les meilleurs signaux du monde qui permettent d'attirer des talents féminins. Ce que tu m'as dit constater avec Female Agency, c'est que derrière, pour beaucoup de talents féminins, c'est compliqué de rester. Pourquoi elles partent en fait? Ouais. Alors, on est quand même. Il y a en fait des deux côtés de la barrière, il y a des éléments à prendre en compte. On est quand même dans un moment de l'histoire du travail où on a une culture de la performance. C'est comme ça, tu vois. Demain, il y aura peut-être d'autres choses qui seront valorisées. Mhm. Mais un leader, un leader est quelqu'un qui prend des postes à responsabilité dans une boîte, c'est quelqu'un qui est super performant, qui souvent parle aussi plus fort que les autres, tu vois, qui développe un réseau, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles les femmes sont moins armées que les hommes. Et ça, c'est un fait, hein. Mais du coup, on arrive à un côté qui est très causal, qui est l'éducation, la parentalité, comment on a été élevé, qu'est-ce qu'on nous a appris à faire, qu'est-ce qui a été reconnaissable aussi d'une femme, etc. Et aujourd'hui, une femme qui parle un peu trop fort, bah, c'est une hystérique. Enfin, il y a quand même des. C'est vrai, tu vois, c'est comme ça qu'on est perçu. Ou quelqu'un qui est ambitieuse, bah, elle a les dents qui rayent le parquet, alors que c'est pas du tout. Donc, ça, c'est un côté un peu culturel, je dirais. Et il Mhm. y a un côté où les femmes s'arment moins que les hommes pour y arriver. Et ça, c'est aussi un fait. C'est-à-dire que Mhm. les hommes, principalement autour de, tu vois, 35 ans, voire au-delà, ils ont des cercles, souvent, d'entraide. Ils ont des réseaux qui les aident. Ils ont des groupes WhatsApp, mais qui peuvent être des clubs de business angel, qui peuvent être d'autres clubs de sport. On les voit mieux armés pour évoluer dans les boîtes parce qu'en fait, ils s'entraident beaucoup, souvent beaucoup plus que nous.
Ouais. Je suis quand même, super optimiste sur la suite de notre histoire, sinon je serais pas là avec toi et j'aurais pas monté ce que j'ai monté. Mais, ce qu'on a monté avec Alex, mais c'est un fait aujourd'hui qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a moins d'entraide et il y a moins cet effet de réseau et ça, c'est plus, c'est pas une fainéantise, c'est juste qu'on nous a moins appris à y aller comme ça et souvent, ton next step, comment tu vas négocier une promotion, et cetera, ça vient aussi, parfois de l'interne, quelle opportunité, je discute avec mes amis, comment je peux me positionner. Pareil, payer un coach. Tu vois, Mmh. les femmes se disent: «Bah, est-ce que» je le disais en préambule, quand je t'ai rejoint, mais est-ce que je vais investir, mon argent dans moi? Les mecs ont beaucoup moins de, tu vois, heu, de de freins à aller à telle conf, à aller dépenser, de l'argent pour assister à tel truc. Ils sont plus opportunistes, vraiment. Ouais. Encore une fois, je veux pas, opposer un sexe versus l'autre, mais tu as quand même quelque chose de culturel et dans l'éducation et cetera. Et donc forcément, ça fait que, bah, à 35 ans, bah, on nous propose pas des choses qui soient intéressantes, ou on va pas les chercher. De l'autre côté, tu as une charge mentale qui est énorme, parce qu'en fait, les périodes de 30 à 45 ans, c'est souvent là où tu développes une famille, Mmh. heu, donc des enfants et cetera et on est malheureusement dans un contexte encore où, malgré le pacte parité, malgré tout ce qui a été, fait, bah, il y a pas encore vraiment d'égalité sur le sujet de la parentalité. Donc, une charge mentale qui est très élevée, côté, féminine et bah, du coup, ça a fait que les femmes sont 1 dépassées, 2 on voit pas leur effort, 3 on leur propose pas quelque chose d'intéressant au niveau des boîtes et souvent, en fait, juste elles jettent l'éponge parce qu'elles y arrivent pas, en fait. On les accompagne pas, dans tu vois, dans leur succès. Ça, c'est une vision, très noire, mais qui existe quand même. Comment on peut faire pour changer ça? Moi, je dis souvent que la parentalité, ça doit pas être un sujet, de femmes, ça doit Ouais. être un sujet d'hommes et de femmes. Les fondateurs qui l'ont compris et je pense qu'ils ont tout compris. Ce qui est chouette là où on en est aujourd'hui dans l'écosystème tech français, c'est que les fondateurs aujourd'hui, bah, en fait, ils étaient pas papas, maintenant ils le sont parce que tout le Ouais. monde a pris 10 ans, et que les Mmh. tu vois, les repeat entrepreneurs maintenant, ils ont tous 40 piges et ils ont tous des femmes, ils ont tous des gosses. Donc souvent, ils sont quand même beaucoup plus à même de comprendre ces sujets-là, là où avant tu avais une petite, décorrélation et ils ont des femmes aussi souvent qui travaillent. Donc avoir une politique de parentalité, c'est, pas mettre de réunion après 19h, c'est faire attention, justement, bah, à la fatigue de tes équipes parce que tu as des enfants qui dorment Ouais. pas la nuit. C'est comprendre, en fait, tous ces enjeux-là et ça, c'est pas une question, d'homme ou de femme et ça aide aussi les femmes à rester, tu vois? Quand tu as une culture où ton boss, comprend ce que tu vis et t'aide aussi et t'accompagne, ça peut jouer. Un autre élément, c'est, bah, comme ces femmes vont pas aller chercher du coaching, bah, propose-leur du coaching. Ouais. Soit acteur, soit moteur parce qu'elles vont pas oser, potentiellement le faire. Nous, on n'est pas coach avec, Female Agency, mais on connaît des réseaux de coachs qui sont super, qui accompagnent les femmes. Il y a les Comètes, il y en a d'autres, et qui proposent des tu vois, des packages qui sont intéressants pour les boîtes, qui sont, CPF en plus. Enfin, tu vois, avec le Ouais. CPF, tu peux travailler ça au lieu d'avoir une formation un peu bateau sur, j'en sais rien, ton leadership, en 2022. Bah, peut-être qu'en fait, cette personne, elle a plus besoin, d'un appui, en one one, notamment sur la prise de poste, c'est là où des grands changements, le retour de congé maternité, c'est là où on voit en fait, des grands changements dans la vie des femmes et souvent un accompagnement est nécessaire. Donc si tu veux pas qu'à à 35 ans, c'est ce qu'on voit, hein, et au niveau mondial, c'est pareil, les femmes à 35 ans, la moitié, chut, jettent l'éponge. Elles se disent: «En fait, je vais pas y arriver, je vais leur Mmh. laisser le game», en fait, en gros, c'est terrible. Il faut mettre ça en place et il faut être un peu proactif sur ces sujets, de l'entraide, du réseau, du coaching. Ça peut être aussi des trucs qui sont en interne. Les GAFA l'ont bien compris, dans tous les GAFA, tu as les women at Meta, tu as les women at Google, tu as les women at machin. Ça peut aussi être ces sujets-là, les fai ou faire rentrer ton VP product dans, les women in product. Enfin, il y a plein de réseaux qui existent, mais d'être un peu proactif et d'aller les accompagner dans, leur prise de poste, les grands changements de leur vie, ou simplement de leur demander de quoi elles ont besoin. Moi, je Ouais. pense, Mathilde, sincèrement, la suite de l'histoire, peut-être qu'on ira là-dessus avec, Female Agency, j'en sais rien,
ce que sera demain le cabinet. Mais ce serait tu vois, de proposer en effet, parce qu'en fait, dans ta prise de poste, dans ta vie au quotidien, bah, parfois tu dors pas, mais c'est une nounou-nuit dans ton package d'entrée dans des boîtes. Si tu es une jeune maman, bah, en fait, tu as, tant de j'en sais rien, une baby-sit pendant, tant d'heures. Tu appuies sur le bouton, tu la déclenches, la nana est top, elle est OK, rêve check. Donc toi, tu as pas cette charge mentale de trouver quelqu'un, de machin, ou l'aspect crèche, enfin ce que déjà proposent des boîtes, mais en fait, quelque chose qui te soulage, pour faire au mieux ton taf. Carrément. Voilà. Et puis comme tu dis, ces facteurs de performance, en fait, ça, ce qui est génial, c'est que tous les dispositifs que tu viens d'évoquer, en fait, ils sont facteurs de performance pour tout le monde. C'est-à-dire que une boîte qui décide de coacher une dirigeante, un talent qu'elle a embauché, bah, ça veut dire que derrière, on a une dirigeante qui est armée, qui est hyper à fond dans son travail, qui peut être engagée, qui est vraiment genre hyper armée pour répondre aux défis managériaux. Tout ce que tu proposes comme mesure sur la parentalité, ça bénéficie pas qu'aux femmes, et heureusement, puisque comme tu le dis, la parentalité n'est pas qu'un sujet de femmes, c'est-à-dire que proposer un pack d'entrée avec une babysitter, avec une crèche, proposer des congés parentalité qui soient vraiment différenciants, ça profite à tout le monde en fait. Tout à fait et c'est, tu sais, je crois aussi que l'opposition qu'il y a dans notre société aujourd'hui entre les hommes et les femmes et le fait que les divorces aussi augmentent et que tu as tout un tas d'éléments qui s'enchaînent, c'est qu'en fait, oui, il y a une vraie, pas injustice, mais un déséquilibre, au moment de l'arrivée notamment des enfants parce que, bah, ouais, tu as pas ce c'est malheureux, mais on n'est pas encore dans les pays anglo-saxons où chacun peut choisir de prendre la moitié du congé et l'autre moitié l'autre parent. Du coup, ça crée un déséquilibre. Du coup, le parent préféré, c'est souvent ou le parent de référence, c'est souvent la maman. Mm. Et ça, en fait, dans les familles, c'est insidieux comme truc, mais ça arrive à ce moment-là, tu vois. Tu peux le rééquilibrer. Et en fait, les boîtes, moi, je crois plus du tout dans le truc, tu sais, la fameuse fracture vie pro, vie perso. Aujourd'hui, quand tu es à haut niveau, dans une boîte, en tout cas pour nous, les talents qu'on accompagne, heu, leur taf, c'est une grande partie de leur vie et elles se disent Ouais. évidemment, tu t'arrêtes le week-end et tout, mais c'est un truc, tu passes énormément de temps, tu peux pas te dire: OK, en fait, ma vie pro est totalement non, la vie pro, elle doit aider aussi, accompagner la vie perso parce que c'est de l'épanouissement. Tu peux pas être épanoui personnellement si tu es pas épanoui, professionnellement. C'est aussi de pouvoir se dire: «Bah, voilà, je fais n'importe quoi, mais des cours de yoga, un abonnement sportif», tout ça, ça accompagne à ce que tes salariés, ils soient heureux. Quand tu as quelqu'un d'heureux au boulot, il va être performant et surtout, il va pas dropper parce qu'aujourd'hui, Ouais. ce qu'on constate, c'est que c'est pareil, c'est 2 ans et demi tu vois les gens restent en moyenne dans la tech, c'est quand même très, très peu. Quand tu as formé quelqu'un, comprendre le contexte de la boîte et cetera et que la personne s'en va, tu as quand même perdu, pas mal de temps. Donc, si tu peux Clairement. en amont, travailler ça, c'est quand même plus intéressant. Clairement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que en fait, là, tous les dispositifs dont tu parles, toi, tu parles en ta qualité de plutôt experte des sujets liés à la tech, mais en fait, c'est des choses qui peuvent s'appliquer finalement dans une grande typologie d'entreprise. Parce qu'en fait, c'est des dispositifs qui peuvent être mis en place même à petite échelle. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui peuvent être faciles à implémenter. Mais bien sûr et en fait, là, nous, on a le plus, alors nous, on est là pour conseiller nos clients. Donc sur tous ces sujets, tu vois, ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui, évidemment, on en parle avec nos clients. On ne fait pas du conseil sur ces sujets, mais on les accompagne et ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus simple dans des cultures de boîtes qui sont, en fait, dans des boîtes toutes petites. Donc nous, Mhm. on travaille aussi avec des équipes qui sont en seed et qui sont au début de leur aventure et qui se disent: «Moi, en fait, ma boîte, je veux qu'elle aille très, très loin et donc je veux prendre ces sujets dès le début à bras-le-corps» et c'est beaucoup plus simple dans des boîtes sur une culture qui est encore assez mouvante, peu installée, que dans des boîtes où tu es déjà 300, tu as déjà scalé, où il y a déjà une grosse dichotomie entre, les hommes et les femmes à haut niveau. Parce que ce qu'on voit sur Welcome to the Jungle, quand on a des pourcentages de 47-43 à peu près égaux, tu vois? Ou 53, pardon, 47, sur les hommes et les femmes, le problème, c'est dès que tu montes dans la hiérarchie, il y a plus de femmes, en fait. C'est le même, Ouais, souci et ça, tu as tout à fait raison, ça a aucun rapport avec le stade de maturité de la boîte et même chez des corporates, c'est exactement le même problème. La différence, aujourd'hui, c'est que les corpos vont être touchés notamment par la loi Reg 5 qui est passée l'année dernière
il va les obliger à mettre des quotas sur les comités de direction. Donc, entreprise de plus de 1000 salariés avec un certain seuil de chiffre d'affaires, ils vont être obligés d'y aller. Donc, quotas, comme la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans, ils vont être obligés d'aller enfin chercher des femmes et les mettre à haut niveau. Ce qui ne va pas être encore le cas des petites boîtes. Donc, les petites boîtes, avant d'être obligées aussi, et pour scaler de toute façon, elles vont être confrontées au même sujet, peut-être prendre ce sujet à bras le corps. Mais encore une fois, moi, je suis assez optimiste parce qu'on n'est plus dans la sensibilisation. Les boîtes viennent nous chercher. Moi, je pensais en montant, tu vois, le cabinet avec Alexia, qu'on allait être encore dans cette phase de sensibilisation de il faut mettre des femmes à haut niveau, vraiment, c'est les sujets, et pas du tout, en fait. Tout le monde est convaincu du sujet, il y a un problème, quelles sont les solutions? Nous, on en fait partie, mais il y en a d'autres. Mais en effet, on n'est plus dans l'ère de la sensibilisation, mais vraiment dans une ère de l'action. Autre dispositif qu'on a déjà un petit peu évoqué, qui est celui de proposer du coaching. On en avait discuté en préparant cet échange. Quels outils de réseau, donc plutôt féminin, à la fois de coaching, mais aussi d'autres types de réseaux, toi, tu peux recommander, parce que l'idée aussi de cette discussion, c'est quand même de repartir avec des grandes logiques, mais aussi pouvoir aller regarder ça et là des actions qu'on puisse directement mettre en place, ou en tout cas réfléchir à mettre en place dans une boîte. Donc toi, quels outils tu recommanderais pour pouvoir retenir les femmes dans le top management des boîtes? Alors, on en a un petit peu parlé. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'onboarding. Et, Ouais. et c'est un vrai sujet qui est souvent pas bien traité par les boîtes. L'onboarding, il commence pas au day one. C'est faux. Donc, l'onboarding commence dès la signature d'une promesse d'embauche avec un ou une talent. Donc, si on parle des femmes, en effet, la personne. C'est donc souvent J-3, voire J-4, voire J-5, voire parfois, souvent, bon, généralement, on est à J-4, J-5, mais au max. Et donc, cet onboarding, on doit se dire, OK, donc cette personne-là va nous rejoindre dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 4 mois. Comment je peux la nourrir? Comment je peux continuer à lui donner l'envie de nous rejoindre? Mhm. Hem Et ça doit être assez clair dans, tu vois, dans le process, en disant quelle action, par quelle équipe, est-ce que ça vient du fondateur? Est-ce que c'est des rencontres informelles? Est-ce que c'est un café pour, commencer à lui parler des grands sujets de la boîte? Est-ce que c'est un partage d'infos sur la roadmap de l'année prochaine? Donc de commencer à onboarder la personne, bien en amont de son entrée dans la boîte, c'est un vrai sujet. Et ensuite, évidemment, à J-7 et à J0, tout doit être très prêt. Déjà, la base, mais souvent, la base n'est pas là. Donc, tu vois, l'ordi, le machin, donc toute la bureautique, tout l'aspect. Ça peut être un truc très sympa, un petit message personnalisé. Ça dépend, tu vois, de la taille de la boîte, mais tu as des boîtes qui sont quand même assez utiles. Nous, des bonnes pratiques qu'on a vues, c'est, je te dis n'importe quoi, mais Mathilde va chercher le croissant pour Jessica qui arrive lundi avec le petit mot. Et je sais qu'elle aime les Kinder Bueno parce que je le sais, parce que j'ai fait un petit questionnaire de machin. Et son spécial truc, c'est ça. Et donc, je vais lui acheter, je sais pas, son magazine préféré, blabla. Un truc un peu sympa qui montre que tu es attendu, qu'on te connaît déjà et que tu vas passer une semaine. Généralement, la première semaine, tu n'as pas 2 fois, tu sais, on dit toujours, faut que tu fasses une bonne impression quand tu n'as pas 2 chances pour faire une bonne impression. Donc, la première semaine, elle doit être super bien préparée. En fait, là, tu limites, c'est pareil, tu limites les possibilités de drop, quoi. Tu réduis cette chance-là. Donc, à J+7, il faut généralement qu'il y ait un tour des différentes équipes. Et puis, un one-one avec, ça peut être assez sympa avec le founder. Nous, ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'on existe, c'est qu'on prépare cet amont, on prépare ce pendant, on prépare cet après. Donc on continue, en fait, on accompagne nos talents avant, pendant, après les entretiens et une fois que la personne est en route. Et ce qui permet, alors c'est une sorte de coaching, de désamorcer parfois des situations qui peuvent arriver entre, j'avais perçu cette boîte comme, 1-1 et en fait, le poste c'était plutôt 1-1 et ben, ça permet aussi de désamorcer en passant par quelqu'un qui est assez neutre. Alors quand on n'est pas là, ça peut être, la personne des HR, ça peut être, mais souvent c'est, enfin, nous on est quelqu'un d'assez neutre en fait, où on a des clients, on a des talents. Nos talents, elles vont rester avec nous, on l'espère, toute leur vie. Enfin, on n'en a pas trop parlé de ce qu'on faisait, mais on est agent de talent, donc on est vraiment, là pour accompagner
la vie d'un talent sur sa carrière professionnelle. Donc, et ce qui est très différent, nos premiers clients, c'est nos talents, en fait. Souvent, on le dit, mais c'est vraiment là où on passe beaucoup de temps et on fait attention à ce qu'elles vivent, tu vois, aux expériences qu'elles vivent. Ouais. Donc on a cette position neutre et souvent on peut, désamorcer les situations et ça évite en effet des drops, des drops. Donc si on n'est pas là, ça peut être d'autres coachs. Hem Souvent, c'est des coachs qui sont en effet, donc c'est pour ça que c'est pas mal de le négocier dans le package d'entrée. Et nous, on le fait de plus en plus. Donc on se dit, «Atten cette personne-là souhaiterait aussi, dans sa prise de poste et dans le package», donc on s'occupe de la négociation, souvent salariale, avoir, je te dis n'importe quoi, mais 3 000 € sur du coaching, pour rejoindre tel réseau ou tel coach qu'on a déjà identifié. Voilà, mais ça peut être d'autres sujets où la personne peut aussi avoir envie, par exemple, je te dis n'importe quoi, de se former pour être, coach aussi ou tu vois, si elle est HR par exemple, ça c'est des choses qu'on négocie, souvent en amont et qui Ouais. aident aussi à avoir une prise de poste qui soit smooth parce que ça répond en fait à des enjeux qui sont très forts pour toi, à tes valeurs, à tes envies profondes. Mais ça Donc ça montre que l'inclusion, ça se travaille énormément, quoi. exactement, ouais et c'est pas une fois que j'ai signé après les embauches, la personne et là, nous, on a des exemples, on en a plein de alors c'est pas avec nos talents, mais de boîtes qui viennent vers nous, ouais, nous dire: «Bon, bah, en fait, on se remet sur la recherche parce que la personne ne s'est pas pointée». C'est Ouais. horrible quand même. Quand tu arrives là, tu as vraiment foiré foiré cette période. À l'inverse, tant qu'on est dans les exemples, et parce il nous reste déjà plus que 5 minutes, ça va vite. Il y a Zoé qui demande: «Est-ce que tu aurais un exemple de boîte modèle sur l'intégration des femmes dans le top management?» Parce que je pense qu'une fois de plus, dans cette idée de repartir avec des choses actionnables et de pouvoir aller piocher un peu partout, de l'inspiration, est-ce que toi, tu as des noms qui viennent en tête, d'entreprises où tu te dis: «Alors eux, vraiment, faut les suivre, ils sont super forts»? Bah, écoute, nous, on bosse beaucoup. On a fait, beaucoup d'interventions avec un client qu'on adore, qui s'appelle Conto, Ouais, qui a mis une politique en place, qui est vraiment exemplaire sur l'intégration, des femmes, à haut niveau, ouais. qui œuvre beaucoup, avec nous et d'autres acteurs sur ces sujets, qui prend beaucoup la parole, qui met en face, de talents des, femmes inspirantes qui viennent leur parler, de leurs difficultés aussi, parce que tu vois, on n'est pas aussi dans un monde complètement facile pour les femmes aujourd'hui. Donc, c'est exposer parfois les difficultés, la sensibilité de chacun pour qu'il y ait aussi des rôles modèles qui soient identifiables au sein même des boîtes. Le côté rôle modèle, en fait, c'est super important pour pouvoir se projeter Mmh. dire: «OK, donc cette personne y est arrivée, voilà qu'est-ce qu'elle a mis en place, voilà comment je peux y arriver et c'est accessible». C'est quelqu'un que je peux aussi, recontacter. C'est des process aussi qui sont mis en place, qui sont actionnables par des femmes. C'est des politiques, tu vois, qui sont ouvertes. On n'en a pas trop parlé, mais, au-delà de la mixité, la diversité. Donc bon, voilà, je t'en cite un, mais parce qu'on fait beaucoup de choses, avec eux. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Hem, tu disparu Mathilde, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc la mixité au-delà, c'est la diversité et après, c'est de se dire et tu vois, Conto le fait très bien, j'utilise des acteurs comme au Female Agency pour rééquilibrer un pipe de recrutement où souvent, j'ai que des mecs, ou des hommes qui enfin pardon, c'est la même chose, des hommes qui postulent, donc je rééquilibre avec des acteurs en effet comme nous. Donc nous, on est là pour ça, hein, et je pense on avait prévu aussi de se parler de discrimination. La discrimination, c'est un vrai sujet. Nous, on n'est pas là pour discriminer, on est là pour se dire: «Bah, il faut rééquilibrer, le pipe de recrutement et considérer autant des profils féminins que des profils masculins». Donc Conto le fait très bien, mais il y a plein d'autres femmes, qui le font aussi. À Alors, toi. j'ai eu un petit bug, mais merci d'avoir présenté Conto. Il nous reste 2 minutes. Merci beaucoup Sarah. Si on reprend en fait le fil de notre discussion, comment attirer et retenir des femmes dans le top management de vos entreprises? Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut faire hyper attention à l'image, que ça se travaille énormément, que aussi, si tu travailles ton image, ça veut dire que tu vas travailler ta culture de boîte à l'intérieur. Donc, en fait, il n'y a pas de pinkwashing, comme on dit. Il faut être hyper vigilant à ça. Et en fait, c'est des outils actionnables qui sont assez, mine de rien, simples à mettre en place. Ça va être des trucs hyper pratico-pratiques pour aller dans la vie concrète et quotidienne des gens. Et ça va être aussi des outils qui vont permettre de favoriser la performance. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir de notre discussion. C'est qu'en fait, attirer et retenir les femmes dans le top management des entreprises,
c'est en fait attirer et retenir des talents, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est des outils qui bénéficient à tout le monde. Bien sûr. Il ne faut pas opposer les sexes. Nous, on a ce biais féminin parce que c'est là où il en manque le plus, tu vois. Donc, on s'est dit, Ouais. mais potentiellement, demain, il y aurait a male agency, tu vois, pour mettre à haut niveau des On a hommes. encore le temps, je pense, mais... mais en tout cas, nous, on est là. Est-ce que j'en parlais quand tu t'es déconnecté pour rééquilibrer le pipe de recrutement. Et Bien je peux sûr. parler de discrimination. On n'est pas là pour discriminer un sexe ou un autre, ou un background ou un autre. On est là pour se dire, il faut, dans un process de recrutement, rééquilibrer un certain équilibre et pouvoir considérer des femmes aussi fortes que des hommes sur un poste à compétences égales. C'est simplement ça ce qu'on fait. Et en effet, nous, on va les chercher, on les attire et on explique aussi, on est là pour expliquer qui sont nos clients et pourquoi c'est intéressant d'aller chez eux à tel Ouais. niveau. Là où des femmes se mettent des barrières aussi souvent toutes seules, mais on en a parlé ensemble. Complètement. Merci beaucoup, Sarah. Encore désolée pour le petit bug technique et merci à tous d'avoir participé. Le prochain 11-40, ce sera le 3 novembre prochain sur une thématique tout autre, mais non moins excitante pour beaucoup. C'est est-ce que vous êtes prêts à passer au 100% télétravail? Donc, vaste sujet. C'est vrai qu'on en a parlé. Sarah, merci Zoé, merci Mathilde et merci tout le monde. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Je vous mets dans le chat, mon adresse email si vous voulez me contacter. Ah ouais, génial. Génial. Et on rappelle que tu as une page Instagram, Ouais, Ultimate Agency, si vous voulez découvrir le travail de Sarah dont elle nous a parlé pendant ces 35 minutes. page Insta, on a le site internet et surtout, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. On poste un petit peu tout ce qu'on fait avec tous les gens et tous nos partenaires. N'hésitez pas. Trop, trop bien. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Merci Mathilde pour l'invitation. Salut. Au revoir.